Le général de Castelnau a réussi à remettre de l'ordre dans la structure de commandement de la zone. La situation en fragile équilibre, il obtient de Joffre d'envoyer sur place la deuxième armée, en réserve stratégique depuis les offensives de 1915. Le commandement de la zone des combats est donc confié de fait au chef de la deuxième armée, le général Pétain. Colonel à la retraite, Pétain a obtenu ses étoiles de général suite au limogeage de septembre 1914. Son profil est singulier parmi les généraux de l'époque. Opposé à l'offensive à outrance qui était de mise au début de la guerre, il est adepte d'une planification méticuleusement calculée et d'un rôle important de l'artillerie pour économiser les fantassins. Joffre ne l'apprécie guère, mais ses unités sont les seules à avoir percé lors de l'offensive de Champagne et Castelnau voit en lui l'homme idéal pour organiser la défense de Verdun. Alors qu'il est supposé être en poste à Noailles, c'est dans un hôtel parisien avec sa maîtresse que Pétain apprend par son ordonnance sa nomination dans la nuit du 24 au 25 février. Le lendemain, après un passage par le GQG à Chantilly, il se dirige à Verdun avec toute la célérité que lui permettent la route verglacée et les embouteillages. Il installe son quartier général à la mairie de Souilly, un village situé entre Bar-le-Duc et Verdun. Lorsqu'il y parvient à 19h, le 25 février, la situation est précaire et des mesures énergiques sont nécessaires pour la redresser. Il décide de répartir le front entre les généraux Basler, Guillaumat, Balfourier et Duchesne, avec lesquels il s'entretient au téléphone afin de leur redonner confiance. Il s'assure ainsi qu'il n'y aura plus ni panique, ni ordre contradictoire et le moins d'improvisation possible. Le premier chantier est d'assurer le ravitaillement. Or, Verdun n'est accessible que par le sud et sur les 4 voies qui y convergent, 2 sont bloquées par des positions allemandes. Ceux-ci tiennent par exemple Saint-Mihiel, ce qui coupe la voie de chemin de fer vers Commercy. Les 2 voies empruntables relient Verdun à Bar-le-Duc. L'une est un chemin à voie étroite, le Petit Meusien, un tortillard qui peut transporter une part des vivres et du matériel, mais en aucun cas le gros du trafic. Reste alors la route départementale qui devient cruciale. Elle sera plus tard renommée Voie sacrée selon l'expression de Maurice Barrès. Le capitaine Douminc, du service automobile de l'armée, est chargé depuis le 19 février de faire en sorte que 2000 tonnes de matériel et 15 à 20 000 hommes puissent être acheminés chaque jour à Verdun. Douminc met alors en place une impressionnante noria de 3500 camions qui font la navette entre la gare de Baudonvilliers, au sud de Bar-le-Duc, et les dépôts, au sud de Verdun, soit 75 km. Si on ajoute les voitures et véhicules sanitaires, ce sont près de 9000 véhicules qui circulent en continu sur cette route. Un trafic inimaginable, 15 fois supérieur à celui des plus denses artères parisiennes à l'époque. Pour entretenir cette artère vitale, 1 millier de territoriaux font un travail de cantonnier sur l'un des 6 secteurs qui divisent la route. Début mars, le brusque dégel rend la voie boueuse et presque impraticable. Pour la maintenir en état continuellement, elle est régulièrement comblée de cailloux tirés de carrières ouvertes sur place. Un rouleau compresseur aurait ralenti le trafic. Ce sont donc les camions qui tassent la route. Des ateliers sont positionnés tout au long du parcours et tout véhicule tombant en panne est immédiatement poussé sur le bas-côté. Cette organisation, une discipline de fer et le courage des chauffeurs permet aux champs de bataille d'être approvisionnés tout au long du conflit en hommes, vivres et munitions. Le rôle de cette route est d'une importance si capitale que l'armée française lui affectera d'importants moyens aériens pour la couvrir d'une éventuelle attaque allemande qui aurait des conséquences désastreuses. Pétain mise sur l'artillerie. Il en réclame sans cesse au GQG. En attendant d'en recevoir, il utilise au maximum le peu de canons dont il dispose. En premier lieu, il harcèle les commandants d'unités pour qu'ils en optimisent l'usage et leur impose de commencer leur rapport par la situation de leur artillerie. Surtout, les Français disposent enfin d'un atout dans leur jeu, les forts de la rive gauche de la Meuse. En effet, les Allemands, qui n'ont attaqué que sur la rive droite, sont en ligne de mire de ces forts. Ils sont ainsi à leur tour la cible de bombardements incessants. Pétain met également en place 2 mesures qui auront une importance capitale. La première est tactique. Il instaure la doctrine de la position de résistance unique. Les unités, en train de céder, doivent se replier sur une seule position définie à l'avance et à la défense de laquelle elles doivent consacrer tous leurs moyens. Cette tactique ralentira considérablement les offensives allemandes. La seconde mesure est la mise en place du tourniquet. Une rotation des régiments qui fait qu'un soldat ne reste désormais qu'un temps limité sur le champ de bataille de Verdun avant d'être relevé. Ainsi, les 3/4 des régiments français passeront par Verdun au cours de la bataille, ce qui contribuera à renforcer son mythe et à lui donner l'image d'une bataille de la nation tout entière. En pratique, ce tourniquet est essentiel pour les soldats que la violence des combats exténue physiquement et moralement au bout de seulement quelques jours sur place. Le front se stabilise au point que Joffre et Poincaré commencent à parler d'offensive. Pétain les refroidit sèchement, l'heure est à la défense et au rétablissement. L'avancée allemande est au point mort.
Les bataillons du Kronprinz sont cloués sur place par les canons des forts de la rive gauche qui les ont en ligne de mire. Cédant aux demandes répétées des commandants sur le terrain, Falkenhayn se décide à lancer une offensive sur la rive gauche pour faire taire les batteries françaises. Celle-ci débute le 6 mars par une préparation d'artillerie qui égale en intensité celle des 21 et 22 février. Puis, retenant la leçon de la première attaque, l'infanterie s'élance en 2 vagues parallèles depuis les environs de Brabant et Champneuville, prenant en tenaille le village de Reigneville qui tombe en quelques heures. L'objectif est la ligne de crête du Morum, depuis laquelle les Allemands surplomberont les forts. Mais la rive gauche de la Meuse est nettement moins propice aux tactiques d'infiltration allemandes. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a conforté Falkenhayn à n'attaquer que la rive droite initialement. Le terrain y est fait de grandes étendues plates, ne contenant que quelques villages ou bois. C'est pourquoi le bois des Corbeaux, au nord du Morum, est particulièrement convoité. Il sera le théâtre de combat d'une violence inouïe, les contre-attaques françaises succédant aux assauts allemands. Le 92e régiment d'infanterie y lutte héroïquement, et son chef, le colonel Macaire, y acquiert un statut de légende dans la lignée du colonel Drian. Dans un esprit très 19e siècle, monocle à l'œil, cigare à la bouche et moustache soignée, il mène ses hommes avec sa canne pour seule arme. Son assurance donne du courage à son régiment qui reprend le bois aux Allemands. Mais le 10 mars, alors que le 92e régiment d'infanterie est en train de réussir une nouvelle contre-attaque, Macaire est tué. Son régiment se replie alors et les Allemands réoccupent le bois. Les combats se déplacent alors sur les pentes du Morum et sont titanesques. Les deux camps se rendent coup pour coup dans un paysage lunaire, ravagé par l'artillerie, et les morts s'entassent de chaque côté. De l'autre côté de la Meuse, c'est le village de Vaux qui est en proie à une lutte sans merci, maison par maison. Quelques soldats allemands arrivent à proximité du fort, mais sont violemment repoussés par une virulente contre-attaque. Après une lutte âpre, les Français cèdent le village de Vaux, mais se replient en bon ordre. Ils s'établissent solidement sur les rives de l'étang qu'ils tiennent fermement. Les Allemands risquent plusieurs tentatives de débordement par le ravin de la Fosse-Côte, mais celles-ci échouent, en leur causant de grandes pertes. Fin mars, ils lancent une attaque à l'ouest destinée à prendre la côte 304, une hauteur depuis laquelle on peut menacer la crête du Morum. Les pilonnages intensifs continuent. La situation s'enlise encore plus. Une guerre d'usure a commencé, impitoyable et inhumaine. Pour la décrire, la même expression dans les deux camps, Die Hölle von Verdun, l'enfer de Verdun.